Bonjour et merci d'être avec nous pour ce nouveau MAG. Comme vous le savez maintenant, tous les vendredis, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité politique, sociale et économique du territoire de l'Aunis, mais plus généralement, bien évidemment, de la Charente-Maritime. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bertrand Giraud, candidat à Les Républicains à la députation de la 3e circonscription de Charente-Maritime. Et pour interroger notre invité, deux journalistes m'accompagnent, Antoine Collin. Bonjour. Bonjour. Et Yannick Picard. Bonjour. Je le rappelle, cette émission est un peu spéciale puisque nous entrons tout doucement vers la campagne des législatives dont les bureaux de vote ouvriront le 12 juin prochain pour le premier tour et le 19 juin pour le second tour. Et c'est pour ça que dans ce cadre, nous accueillons des candidats à la députation sur, on l'espère en tous les cas, l'ensemble des circonscriptions de Charente-Maritime. Aujourd'hui, j'accueille Bertrand Giraud. Bonjour. Bonjour. Alors Bertrand Giraud, d'abord merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, donc je le disais, vous êtes candidat Les Républicains à la députation sur la 3e circonscription de Charente-Maritime. La 3e circonscription de Charente-Maritime, c'est deux villes principales, Saintes et Saint-Jean d'Angély, mais c'est aussi un vaste territoire. Vous briguez donc la place de Jean-Philippe Ardouin, l'actuel député LREM. On vous connaît peu, donc on aimerait faire connaissance avec vous, savoir un petit peu d'où vous venez. Alors, en quelques mots, Bernard Giraud, qui êtes-vous ? Bertrand Giraud, pardon, qui êtes-vous ? En quelques mots, eh bien, je suis un enfant du pays, je suis né sur cette circonscription, je suis né à Saint-Jean d'Angély, j'y ai toute ma famille, mes parents, mes grands-parents. Malheureusement, hier, j'ai eu un problème, un décès dans ma famille, qui était mon grand-père, qui était né aussi sur cette circonscription, dans cette commune où je vis. Cette circonscription... Quand je suis né à Saint-Jean-d'Angély, ensuite j'ai fait toute ma scolarité à Aunay-de-Saintonge, ma commune. Aunay-de-Saintonge, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Et à 16 ans, je suis devenu aide familiale sur l'exploitation familiale jusqu'à 18 ans. À 18 ans, je suis devenu agriculteur à mon compte, exploitant agricole, exploitant forestier. Et je le suis toujours dans cette même commune. Et c'est un métier que j'aime passionnément, bien sûr. Ensuite, j'ai toujours eu des engagements politiques, mais des engagements militants. On va dire que dès 16 ans, j'ai adhéré au RPR. C'était l'époque de Jacques Chirac. Ensuite est devenu l'UMP avec Nicolas Sarkozy. J'ai suivi l'UMP. Ensuite, ça a été refondé, c'est devenu les Républicains. Et là, au sein des Républicains, en 2017, après la défaite de François Fillon, je me suis investi un peu plus suite à la défaite du candidat les Républicains sur la circonscription. Je me suis impliqué un peu plus et je suis devenu membre élu du comité de circonscription. Et puis les choses ont fait que je me suis encore engagé un peu plus et je suis devenu délégué de circonscription, donc je représente tous les militants de la circonscription et conseiller national, donc je siège au Conseil national des Républicains à Paris. Et en 2021, j'ai été candidat aux élections régionales sur la liste de Nicolas Florian de la droite et du centre, qui regroupait la droite et le centre, avec David Labiche qui était candidat sur la 2e circonscription et tête de liste. Et voilà, c'est un territoire que j'aime. On peut vous qualifier, Bertrand Giraud, donc d'un vrai candidat de territoire et non pas d'un parachuté. Je risque pas d'être parachuté. Je crois que nous sommes dans la circonscription, dans la commune où vit mon père depuis plus de 6 générations. Donc je suis loin d'être un parachuté. Et comment on passe de militant à candidat ? D'où vous est venu ce déclic, on peut dire, politique ? Comment est venu ce déclic ? Eh bien, tout d'abord, quand on a envie de faire à un moment donné. On ne peut pas toujours être porteur d'eau. À un moment donné, on a envie de s'engager un peu plus. On a envie d'agir pour son territoire. Moi, je vois mon territoire d'année en année, des choses qui ne sont pas faites. Ça me fait mal au cœur de voir ton service public qui se ferme et tout ça. Et j'ai envie de faire. Donc, à un moment donné, eh bien, j'ai envie de reprendre le flambeau et de partir au combat pour essayer de renverser cette circonscription, la faire basculer au sein de la droite et du centre, et porter les valeurs qui sont les miennes au sein de l'Assemblée nationale et porter mon territoire. On reviendra sur votre programme de toute façon dans cette émission. On va parler tout de suite de la présidentielle et de ce premier tour. Alors, là on est entre les deux tours. Il y a qui oppose aujourd'hui Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On sait la défaite de Valérie Pécresse. Oui. Est-ce que vous allez suivre la recommandation de Valérie Pécresse et voter pour l'actuel président ? Alors moi, à mon niveau, c'est pas à moi de donner des consignes de vote. Mais vous, personnellement ? Moi, personnellement, je vais vous dire, on m'a interrogé là-dessus. Comme je dis, en votre âme et conscience, on n'est pas propriétaire des voix. Je ne suis pas propriétaire des voix des adhérents de ma circonscription ou des électeurs de ma circonscription, et c'est pas à moi de donner des consignes de vote. Je pense que chacun, son âme et conscience,
doit penser ce qui est le moins mal pour le pays. Moi, je suis ni macroniste, ni le péniste. Ni l'un ni l'autre me convient. Je pense qu'à un moment donné, il serait peut-être temps de reconnaître le vote blanc dans ce pays, parce que ça changerait peut-être certaines choses. Aujourd'hui, on ne se retrouverait peut-être pas avec un second tour qui est celui-ci. Aujourd'hui, vous êtes propriétaire de votre voix, pourtant, donc on peut entendre, à travers vos propos, que vous allez voter blanc. Je vais voir suite au débat, mais je pense que oui, je ne voterai ni Le Pen, ni Macron. Aujourd'hui, pour vous, le Front républicain, ça n'existe plus, du coup ? Eh bien, écoutez, Emmanuel Macron a souhaité depuis 5 ans imposer ce duel avec les extrêmes. C'est comme on l'a toujours dit, c'était sa seule garantie de réélection et il mise là-dessus pour être réélu. Et aujourd'hui, c'est pas bon. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut une vie politique structurée. C'est pas bon de dire il faut un seul parti en France. Non, je ne pense pas que ce soit l'intérêt commun. Il y a toujours eu des débats, droite, gauche. On n'a pas les mêmes convictions, on n'a pas les mêmes valeurs. Mais je ne me vois pas aujourd'hui avec un seul parti unique dans lesquels je ne me retrouve pas. Alors revenons sur votre parti. Votre candidate donc a essuyé un sérieux revers. Elle était créditée dans les sondages de 9%. Elle finit avec 4,79%. Elle ne sera pas remboursée de ses frais de campagne. On en reparlera tout à l'heure. Dans la commune où votre épouse est maire, à Coivert, elle a fait même que 2,44%. Elle termine en 8e position. Tout à fait. Comment vous expliquez cette défaite? Alors pas dans le village de votre épouse, mais au titre national. Sa candidature, je pense, n'a pas imprimé. Valérie Pécresse était soutenue par UDI, le Nouveau Centre, mais sa candidature n'a pas imprimé. Je connais des électeurs de droite qui n'ont pas souhaité lui faire confiance. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Le discours du Zénith, je pense, le meeting du Zénith, ça s'est jamais refait de ce meeting. Elle était à 18 points dans les sondages à ce moment-là. Donc je sais que les sondages ne font pas une élection, mais elle était à 18 points et on l'a vu tout doucement descendre. C'était la pente descendante, alors que ça aurait dû être la pente ascendante suite à ce meeting. Et elle s'est jamais refait de ce meeting. Mais on peut expliquer cette défaite que sur un seul meeting? Après, c'est un enchaînement de petites erreurs, je pense, qui se sont. La campagne n'a pas imprimé. Sa campagne n'a pas. La campagne n'a pas bien marché. Ça a été un véritable faux départ, ce meeting. Ça a été un faux départ. Il fallait, je pense, c'est un meeting raté. Il faut pas aller sur un meeting quand on sait que ce n'est pas son format. Ça a probablement été son erreur. Elle a fait un meeting à la porte de Versailles qui était beaucoup plus petit, une salle qui lui convenait mieux, qui était réussie, mais malheureusement, c'était 5 jours avant la fin de la campagne officielle. Et voilà. Et puis ensuite, la crise ukrainienne a énormément aussi appuyé sur Vous disiez avoir assisté à ce meeting. Personnellement, qu'est-ce que vous en pensez? Le meeting premier meeting. Le meeting du Zénith. Le meeting du Zénith, déjà, le Zénith était complet. C'est la première fois que je rentre au Zénith à Paris, c'est immense. C'est vrai, quand on rentre dedans, c'est impressionnant. Des personnes étaient dehors dans la rue parce que tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le Zénith tellement il y avait de monde. Donc c'est vrai que c'était impressionnant. Donc elle était portée quand même par les militants. Elle était vraiment portée par les militants. 2000 jeunes dans la salle, donc une vraie jeunesse derrière elle, qui faisait énormément de bruit. Je pense que ça l'a perturbé à chaque fois que les temps morts étaient... on m'a dit que quand elle regardait la télé, on voyait beaucoup de temps morts. En fait, ces temps morts, c'est que les jeunes la coupaient en faisant de la musique, en parlant beaucoup, en chantant. Voilà, il y avait vraiment de la joie. Sauf qu'à l'image, à première vue, ça donnait un mauvais rendu. Et à s'arrêter. Et à ponctuer mal ses phrases, et je pense que ça a été le début de la fin, comme on peut dire. Oui, il y a eu un problème de rythme et d'élocution, on va dire. C'est ça. Et donc un gros problème elle s'est jamais refait. Ok. Oui, revenons un petit peu sur les... Est-ce que vous n'avez pas été vampirisé par d'un côté le RN et de l'autre côté LREM et au milieu le parti d'Éric Zemmour? Est-ce que vous n'avez pas... Tout à l'heure sur la route en venant ici, j'entendais à la radio, sur une radio je ne sais plus laquelle, 80% des personnes avaient peur de cette élection présidentielle, ont eu un réflexe d'aller directement sur des extrêmes. Sur les extrêmes. Sur des extrêmes. Aujourd'hui, on a quand même 50% du corps électoral des gens qui se sont déplacés, qui ont voté aux extrêmes, extrême droite ou extrême gauche. On a 26% des Français qui sont restés à la maison. Moi, je me souviens d'un Emmanuel Macron, aussitôt élu, qui disait « Moi, président de la République, je vais faire baisser les extrêmes ». À première vue, il a raté, comme beaucoup de choses, il a échoué. C'est dommage, parce qu'aujourd'hui, les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Et est-ce qu'aujourd'hui, les Républicains en veulent à Emmanuel Macron, justement, d'avoir un peu éclaté ces partis politiques qui fondaient la politique française? En vouloir Emmanuel Macron, c'est un concurrent politique, c'est le monsieur du en même temps, c'est une personne qui vous dit tout et son contraire, qu'on le voit entre la semaine dernière et cette semaine, le discours a déjà totalement changé. Je pense que faire de la politique, c'est aussi avoir une constance, c'est suivre un cap, suivre une direction, et Emmanuel Macron, il n'est ni de droite ni de gauche, comme il dit. Moi, je pense qu'il est plus de gauche que de droite. Maintenant... non, lui en vouloir, que voulez-vous, c'est comme ça, les gens ont voté. Oui, bien sûr. Et Valérie Pécresse, est-ce qu'elle aurait dû peut-être être plus dure dans ses idées, dans son programme, justement pour se rapprocher de
de ces électeurs qui sont plus partis vers Marine Le Pen ou Éric Zemmour, par exemple? C'est que son programme n'a pas été compris, je pense, parce que Valérie Pécresse portait quand même des termes sur le régalien, sur la sécurité, qui étaient très forts. Mais les gens ont préféré directement partir sur l'extrême droite. Et d'autres ont dit, des électeurs de droite ont voté Emmanuel Macron par rapport à la crise ukrainienne, qui a tout étouffé. En plus, on a eu un président qui est rentré, je ne vous le cache pas, il a fait 3 semaines de campagne, ou de non-campagne. Donc les gens se sont retrouvés un petit peu perdus au milieu de tout ça, et c'est vrai que Valérie Pécresse, au milieu de tout ça, elle en paie les conséquences. On pourrait résumer tout ça, cette situation, à Valérie Pécresse. Était-ce la bonne candidate pour les Républicains? C'était le choix des militants suite au congrès. C'était votre choix? Au premier tour, j'ai voté Philippe Juvin. On va revenir à ces éclatements des partis. Hein. Vous n'êtes pas les seuls chez les Républicains. Les socialistes sont pas mieux du tout. Votre sentiment là-dessus? Et puis une deuxième question dans la foulée. En 2027, est-ce que vous n'avez pas la crainte d'une ouverture d'un boulevard pour le RN? Tout d'abord, le RN, ça fait 8 fois qu'on a la famille Le Pen qui présente un candidat sous le même nom. Donc je pense que c'est plus vraiment un parti politique, c'est plus une entreprise familiale. Pour ce qui est du mauvais score, est-ce que ça va faire un éclatement? Je ne le pense pas. Vous savez, on a perdu les élections européennes. Je ne vous le cache pas, en 2019, on a fait 8,5% aux européennes. Le parti est resté soudé, le parti est resté solide. Derrière, nous avons gagné les municipales. 60% des villes de plus de 30 000 habitants sont détenues par la droite et le centre aujourd'hui en France. Derrière ça, nous avons conservé le Sénat, même renforcer notre force au Sénat. La droite et le centre aujourd'hui majoritaire en contre-pouvoir Emmanuel Macron quand même au Sénat. Nous avons gagné les élections régionales. Aujourd'hui, plus de la moitié des régions sont à droite et au centre. Et nous avons gagné 60% des départements. Donc aujourd'hui, malgré qu'on avait eu une défaite cuisante aux européennes, nous sommes restés debout. Donc je pense qu'aujourd'hui, le peuple de droite et du centre va rester uni. Peut-être qu'il va y avoir des ajustements. Peut-être qu'il y aura un congrès qui va faire qu'on va rechanger. Et concrètement, est-ce que les Républicains vont survivre à cette élection, à cette défaite? Concrètement, c'est une grosse machine, les Républicains. Et ça sera probablement, il y aura peut-être dans les mois qui viennent des réajustements à faire au niveau de la direction. Le président changera peut-être, on ne sait pas encore ce qu'il va faire. Il avait dit qu'il arrêterait peut-être après les élections législatives. On aura peut-être un nouveau président. Et Christian Jacob est un homme formidable qui a quand même mis les mains dans le cambouis, qui a tenu la maison suite aux élections européennes, justement. Il est venu, il a repris le parti, il a tenu le parti. Malheureusement, 12 candidats au premier tour, c'est pas trop? Élection présidentielle. Oui, même si la démocratie est là, il faut que tous les gens s'expriment. Oui, mais est-ce que ça divise pas les partis? En fait, elle est là la question. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque élection présidentielle, on a un candidat de plus. Si vous regardez les anciennes élections, en 2017, il y en avait 11. Avant, il y en avait 10, pardon. 10. Et là, on est rendu à 12. Alors, si est-ce que c'est pas prêt? Ça dilue pas, en fait, je pense que quand on voit, par exemple, je vous parlais de la gauche tout à l'heure en premier, la gauche, on voit bien qu'entre un Jean-Luc Mélenchon et une Anne Hidalgo ou un Yannick Jadot, c'est différentes sensibilités qui ne s'entendent pas parce qu'ils n'ont pas la même vision sur le nucléaire, ils n'ont pas la même vision sur les énergies, ils n'ont pas la même vision sur la position à tenir vis-à-vis de la Russie. Je ne vois pas comment ces gens-là pourraient être dans un même parti. Malgré tout, si Roussel s'était retiré au profit de Mélenchon sera au second tour aujourd'hui. Peut-être pas, parce qu'un et un ne font pas deux en politique. Mais il avait que 500 000 voix à aller chercher. Oui, mais... Et Roussel en a fait 800 000. Oui, mais 300 000, vous savez, un et un ne font pas deux. Revenons juste sur... Regardez, je vais vous prendre le cas de Bordeaux, quand Nicolas Florian, au second tour des élections municipales, se marie avec Caliste En Marche, au lieu de faire 1+1, il perd. Alors sur le papier, il devait gagner... Rien n'est gravé dans le marbre. Rien n'est gravé dans le marbre. Moi, je voulais vous poser la question, est-ce que vous allez participer à l'appel aux dons de Valérie Pécresse? Je connais des proches qui l'ont fait. D'accord. Donc vous ne l'avez pas fait? Je ne l'ai pas encore fait. Est-ce que vous souhaitez le faire ou pas? Oui, je vais le faire parce qu'elle est partie au combat. C'est un combat difficile. C'est dans un contexte international aussi difficile. Un autre candidat aurait peut-être fait mieux. On ne sait pas. Maintenant, c'est comme ça. Donc on juge au moment présent. Elle a perdu. C'est comme ça. On prend acte. Arrivent les élections législatives et on va tout faire pour les gagner. Et comment on repart justement après, quand on sait qu'il y a 5 millions de dettes pour Valérie Pécresse, plus 2 millions pour le parti? Comment on fait?
Eh bien, le parti a déjà des finances d'avance, donc le parti va aider Valérie Pécresse, et puis les dons, la campagne de dons a l'air de bien marcher, vu ce que j'entends autour de moi, donc je pense que sans problème, au niveau national, les 5 millions d'euros seront récupérés. Vu que vous êtes à la direction nationale, pas de vente immobilière envisagée, de choses comme ça? C'est déjà fait, le siège en est locataire. D'accord. Il y a une chose qui est en train de naître, en tous les cas, c'est le parti Horizon d'Édouard Philippe, qui est un ancien de votre parti politique, puisqu'il était à l'UMP de 2015 à 2017. Hein. Il est en train de mettre ses billets en place, de mettre ses gens en place. Il monte des comités municipaux, communaux, etc. Est-ce que vous seriez peut-être un jour à même de rejoindre Édouard Philippe si d'aventure aux législatives, il y avait de nouveau un camouflet pour les Républicains? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé? Moi, je fais partie de ceux qui ont une colonne vertébrale. Je pense qu'en politique, aujourd'hui, si les gens ne s'y retrouvent plus, si les gens boudent les urnes, c'est parce que souvent de fois, il y a trop de politicards, des politiciens, vous savez, les gens qui vont à la gamelle. Moi, je ne mange pas de ce pain. Je partie d'une famille politique qui a une longue histoire. Et on a vécu des victoires, on a vécu des défaites. Et c'est pas parce qu'on a une défaite que l'on doit quitter la maison tout de suite pour aller dans la maison d'en face qu'on pense que le soleil brille plus fort. Non, je pense pas. Moi, j'ai une colonne vertébrale. J'appartiens à la droite et au centre. Et il n'est pas question pour moi de trahir qui que ce soit. C'est la première chose que l'on devrait faire dans un engagement politique. Ne jamais trahir. Je rebondis Parce que sur quand on trahit, je pense que c'est quand même pas bon pour nos électeurs. Un électeur qui vote pour une personne de la droite, il va pas aller voter dans un parti où vous avez des gens de droite, de gauche, des communistes. Quand je vois autour d'Emmanuel Macron, Robert Hue et Édouard Philippe, on se dit mais il y a un problème quand même. C'est quand même pas tout à fait les mêmes convictions, les mêmes valeurs. Pourtant, c'est ce qu'on fait 25% des Français, c'est ce dès le premier tour. Voilà, c'est ça. Donc je pense que c'est plus un vote par rapport à cette crise. Les gens cherchaient, ils ont dit on a un président en place, on va lui faire confiance pour gérer la crise. Je rebondis sur vos propos. On a bien compris, vous n'êtes pas là pour aller à la gamelle, comme vous dites. Non, du tout. Vous ne vivez pas de vos indemnités puisque vous n'êtes pas élu, mais certains de vos collègues très proches, on peut le citer puisqu'on l'a invité, David Labiche, a reconnu sur le plateau de vivre de ses indemnités. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Eh bien, David a un mandat qu'il veut exercer au maximum, son mandat de conseiller régional. Il est conseiller régional, il est adjoint au maire de Châtelaillon. Et quand on veut faire du travail sur le territoire, quand on est conseiller régional tel que lui il est d'opposition en plus, c'est encore plus compliqué. Il veut exercer son mandat à Charente-Maritime, c'est 463 ou 4 communes. Quand on est conseiller régional, on représente tout le territoire. Lui, il faisait partie de la liste de Charente-Maritime, donc il représente tout ce territoire. S'il veut se déplacer, aller voir les élus, aller voir les chefs d'entreprise, aller porter des projets ou défendre des idées, je comprends que pour l'instant, il s'est mis en disponibilité de son métier pour exercer son mandat à fond. Je pense que c'est plutôt bien, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Moi, personnellement, je ne suis pas un professionnel de la politique, je n'ai pas d'indemnité. Ça viendra peut-être. Si je suis élu député au mois de juin, bien entendu. Vous continuerez à exercer votre profession à côté? Je continuerai, oui, bien sûr, en l'exerçant d'une autre manière. Oui. Je ne pourrais pas, si je suis élu député, aller dans les champs et monter sur les tracteurs tous les jours. Bon, ma femme est exploitante agricole elle-même. Et puis après, nous sommes dans une profession où il existe aussi la sous-traitance. On fait déjà sous-traiter une partie de notre travail. Et bien, je pense que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, si je suis élu, c'est comme ça que ça va s'organiser à la maison. Une dernière question sur les présidentielles. Si Emmanuel Macron est réélu, oui. Est-ce que vous verriez Valérie Pécresse comme Premier ministre? Ou peut-être quelqu'un d'autre de votre parti? Elle a répondu qu'elle ne serait pas Premier ministre d'Emmanuel Macron. Mais votre vision à vous? Non, mais on n'a pas allé dans un gouvernement de centre-droit et de centre-gauche et d'un peu de tout. Et donc la présence de Bruno Le Maire au gouvernement actuel... Bruno Le Maire a quitté les Républicains depuis longtemps. Il fait partie des gens qui ont trahi. Et moi, c'est pas ma philosophie de la vie politique et de l'engagement politique. Donc pas de Républicains au prochain gouvernement Macron s'il est réélu. Votre vision. Si certains vont avec lui, ça sera donc des gens qui auront traversé le Rubicon. Moi, je ne mange pas de ce pain. On l'a bien compris. Merci. Je vous propose de continuer l'émission. Et puis, dans cette présidentielle, il va rester un petit peu encore avec le billet d'humeur d'Antoine Colin. Avis à la population, planquez votre portefeuille, les cagnottes se déchaînent. Et oui, monsieur Giraud, vous l'avez compris, on va parler de cagnottes aujourd'hui, de thunes, de flouze, la quicheta comme disent les jeunes, et l'heureux élu est bien sûr
notre chère et tendre Valérie Pécresse. Dans quel bourbier s'est-elle encore mis notre Valoche nationale? Les Républicains tremblent en ce moment à tel point qu'on en oublie un peu le score du premier tour. Non, j'ai plus l'impression que tout le monde jette discrètement un petit coup d'œil sur son épargne pour voir qui va pouvoir sauver notre Margaret Thatcher. Il faut dire que le choix n'est pas facile et que notre pouvoir d'achat n'est pas trop en forme en ce moment. Mais bon, dans la vie, il faut faire des choix, même à droite. Vacances aux Maldives, en Bretagne ou en Seine-Saint-Denis. Cet été, il est là un peu le dilemme. Enfin bon, il va falloir être solidaire les gars, parce que là, notre petite Valoche est quand même dans une sacrée mouise. Avec son score inférieur à 5%, elle ne touchera pas le remboursement de ses frais de campagne, on l'a dit tout à l'heure. Résultat des courses, une dette de 5 millions d'euros. Enfin, pas tout à fait, en vérité, il lui faut 7 millions d'euros, donc, dont 5 millions engagés à titre personnel. Du coup, je suis un peu curieux de savoir comment va se passer cette affaire. En plus, vous ne pouvez même pas vous appuyer sur Nicolas Sarkozy, qui est devenu Macron compatible. Il avait quand même de l'expérience dans ce domaine. La finance, ça le connaît. Oui, parce que je vous rappelle quand même qu'il a été condamné à 1 an de prison ferme pour financement illégal de sa campagne en 2012, avec l'affaire Big Malion. Mais bon, là n'est pas le sujet. Valérie Pécresse a besoin de soutien et les Républicains aussi. Sinon, je pense qu'il va bientôt falloir faire une fusion PS-LR. Et je pense que bon, c'est peut-être le mieux à faire pour atteindre les 5% en 2027. Et franchement, au rythme où la politique évolue, ça ne me surprendrait pas trop. Non, enfin, c'est une boutade bien sûr. Rassurez-moi, monsieur Giraud, vous n'en êtes pas encore à ce point quand même chez les Républicains. Non, bien. Bon, ça va alors. Sinon, j'ai des petites idées sympas à vous proposer pour récupérer un max d'oseille. Allez, je vous les donne, j'irai pas à Valoche, que ça vient de moi. Pour commencer, il faut bien commencer par quelque chose. Je pensais que vous pourriez vendre des gâteaux. Prochain congrès LR, par exemple. Bon, après, c'est un début, mais au moins, tout le monde est content. En plus, ça rapproche. Des crêpes, par exemple. C'est facile à faire, les crêpes. Et c'est bon, en plus, pour faire monter le prix. Vous mettez un peu de sucre, vous mélangez ça un peu avec du chocolat, et hop, déjà, vous avez une première manne financière. J'ai vu que François Fillon était revenu de Russie. En plus, proposez-lui. Il sera peut-être partant pour vous en faire quelques-unes avec Pénélope, j'en suis sûr. Bon allez, je vois que ça vous a pas tout à fait convaincu, je vous propose une autre idée. Mettre les dernières économies du parti sur une victoire de Bordeaux en Ligue 1. Vous mettez 500 000 balles, cote à 45, plus de problème de dette. Bon, il faut que les Girondins gagnent, certes, mais bon, d'un côté, Bordeaux a porté chance à la droite républicaine. Rest in peace, Alain Juppé. Non plus, bon, tant pis, laissez-moi réfléchir. Ah si, j'en ai peut-être une autre, vendre tous les tailleurs de Valérie Pécresse sur Vinted, au prix du tailleur, je pense qu'il y a moyen de se faire un peu d'argent. Et puis de toute façon, maintenant, un jogging ou un Sarwell, je pense que ça devrait lui suffire. Après, il faut négocier avec Valérie si elle est prête à lâcher ses tailleurs. Bon, allez, je vous en propose une petite dernière pour la route, et c'est peut-être la plus réalisable. Ce soir, c'est l'euro-million, avec une jolie cagnotte de 54 millions d'euros à gagner. Avec ça, vous partez pour 10 ans de défaite, sans vous poser de soucis. Bon, voilà, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Au pire des cas, vraiment, en dernier recours, vous lui faites promettre de ne plus jamais donner de meeting raté et on lui file 5 millions d'euros cash. J'ai fait un sondage, les Français sont prêts à se cotiser pour la bonne cause. Alors, blague à part, bon, c'est un billet d'humour, blague à part, c'est vrai qu'on a l'impression que plus les années passent, plus les présidentielles se font et plus les campagnes coûtent cher. Oui. Il y a de plus en plus de candidats endettés en fin de campagne. Est-ce que là, il n'y a pas quelque part une dérive? On a eu la dérive du financement des partis. Est-ce que là, on n'est pas en train de dériver un peu à l'américaine sur des budgets de plus en plus importants pour faire campagne? On a l'impression qu'il y a un problème à ce niveau-là. Les campagnes coûtent une fortune, tout d'abord. Aujourd'hui, serait-ce que pour imprimer des tracts, le papier, la flambée des cours des matières premières font qu'aujourd'hui, rien que sur le papier, c'est 30 ou 40% d'augmentation. Donc c'est vrai que quand une campagne se fait, elle coûte de plus en plus cher. Ensuite, les meetings, les locations de salles, ça coûte des fortunes. Et quand on loue un Zénith, c'est quand même, pour remplir, ça coûte une fortune. Et ça coûte de plus en plus cher. Les transports, quand vous affrétez des wagons de TGV ou des bus pour aller à ces grands meetings, pour que les militants puissent s'y déplacer, ça coûte aussi très cher. Donc je pense, oui, il faudra peut-être revoir un peu les formats des réunions, que les candidats à la présidentielle se déplacent encore plus, sachant que quand on est candidat à la présidentielle, on se déplace déjà beaucoup. Valérie Pécresse, comme les autres candidats, ce sont des gens qui se déplacent énormément. Il faudra peut-être faire mieux,
se déplacer plus pour eux, pour bouger moins de monde dans les transports en commun et plus que les gens puissent se déplacer eux-mêmes. Déjà, ça économiserait certainement une partie des frais de campagne. Ensuite, je pense qu'avec le tout numérique, il faudra peut-être revoir aussi la copie de ce côté-là, de façon à faire plus sur les réseaux, plus... Est-ce que le candidat Mélenchon n'a pas trouvé la bonne solution de se démultiplier par ces hologrammes un peu partout, ce qui coûte moins cher que... coûte moins cher, tout à fait. Je ne connais pas le coût de sa campagne, mais à première vue, c'est une campagne qui a plutôt bien fonctionné parce qu'il a ramené le vote utile à gauche pour lui. Bon, ça sera différent ensuite, parce que moi je connais des gens qui ont voté pour Mélenchon à la présidentielle parce qu'ils se retrouvaient, parce qu'ils disent oh, c'est un tribun, il me fait rire. Bon, après c'est totalement différent pour les autres élections, on voit bien qu'il les perd forcément à chaque fois, mais là, ça s'est porté sur lui, il a fait une bonne campagne, il faut dire les choses. Mais selon vous, est-ce que le législateur, dans un avenir plus ou moins proche, ne devrait pas plafonner le coût des campagnes? Elles sont déjà plafonnées. Oui, mais là, réduire le plafond. On pourrait réduire le plafond. Je pense qu'il faudrait réduire le plafond parce qu'indirectement, quand on pense les 5%, c'est le contribuable qui paye. Vous voyez, Valérie Pécresse, au moins, c'est pas le contribuable. Donc peut-être une proposition de loi lorsque vous serez élu. Peut-être une proposition de loi. Oui, je pense qu'une campagne présidentielle, aujourd'hui, le premier et le second tour, c'est 22 millions d'euros. Je pense que 15 millions devrait suffire. Ça fait déjà beaucoup d'argent quand même. Oui. C'est des sommes qui nous dépassent. On va rentrer tout de suite dans les législatives, puisque vous êtes là pour ça. Je crois, en tous les cas. Yannick a une première question à vous poser sur votre élection, votre adoubement. Alors, par les LR. Vous avez en partie répondu déjà tout à l'heure dans votre introduction, mais vous avez été adoubé par votre parti en octobre 2021 pour être le candidat sur ces législatives, le candidat officiel. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'y aller réellement ? Moi, comme je vous le dis, j'ai pendant très longtemps été le porteur d'eau, celui qui est derrière, qui milite, qui coque, qui tracte, qui va à des réunions, qui donne des idées. Sans être péjoratif, on peut vous appeler le pied tendre un petit peu en politique, oui, mais au niveau de vos mandats. Je n'ai jamais été... j'aurais pu être conseiller régional si nous avions gagné l'élection régionale, puisque j'étais en place éligible. J'étais 9e sur la liste, donc si on gagnait, nous en pensions 10 ou 12, donc j'étais en place éligible. Nous n'avons pas gagné les élections régionales, donc je n'ai pas été élu. Partant de là, moi, pendant la campagne régionale, on m'a dit, les législatives sur l'année prochaine, ce serait peut-être temps que tu commences à réfléchir si tu veux partir ou pas. À partir d'une élection législative, ça engage aussi sa famille. Ça vous a interpellé, ça vous a travaillé? Oui, ça m'a travaillé quand même. Et puis un certain nombre d'élus m'ont rappelé, ils m'ont dit c'est toi qu'il faut qu'il parte l'année prochaine sur ta circonscription, il faut la reprendre, il faut essayer de la gagner, tu es un homme du terrain, tu la connais, au moins on ne peut pas dire que tu la connais pas, tu y es né et puis tu y travailles et tu y es ancré. Donc bien sûr, tout est parti de là. Enfin, tout est parti de là, ça a cheminé. Ensuite, c'est aussi une discussion en famille, parce que quand on est élu député, ça veut dire qu'on est aussi beaucoup absent. Donc il faut aussi que, directement, on en a parlé avec ma femme. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que demain, si je suis élu, je ne serai beaucoup moins là? Comment tu vois les choses? J'ai une fille qui a 11 ans. Cette fille, si je suis élu, elle me verra moi aussi. Donc ça ne se prend pas à la légère. Et ensuite, eh bien, quand j'ai dit j'y vais, j'ai dit j'y vais. Donc j'ai posé ma candidature à Paris, devant les militants de la circonscription qui m'ont fait confiance. Et puis à Paris, à l'unanimité des voix, le 16 novembre, donc que ça parte de Christian Jacob à Michel Alliot-Marie, enfin tout ce qu'on appelle la CNI, le Conseil national des investitures, m'a fait confiance à l'unanimité, en disant tu seras le candidat de la droite. Et les alliances se sont liées avec l'UDI et le Nouveau Centre pendant l'hiver. Ça a été signé il y a quelques jours. Et donc je suis le candidat de la droite et du centre, puisque nos alliés centristes du centre droit sont avec moi et me soutiendront pour cette élection législative. Alors un certain nombre de candidats sur votre circonscription. Je suis désolé, on va reparler de Valérie Pécresse, mais est-ce qu'elle vous a pas mis un caillou dans la godasse? Est-ce que vous partez pas avec un handicap? On peut aussi transposer ça sur la première circonscription de La Rochelle, où pour le moment il n'y a aucun candidat des Républicains de déclaré. Vous n'avez pas d'informations là-dessus à nous donner, par exemple, sur la première? On en a parlé il y a moins de 48 heures. Pour l'instant, j'ai pas d'informations. Personne pour aller au sacrifice. Pour l'instant, c'est une circonscription très difficile, avec un député sortant très implanté qui fait le travail. Et mais vous êtes sacrifice, non, rien. Une élection, vous savez, elle n'est jamais gagnée d'avance ou jamais perdue d'avance. Tout dépend de ce que l'on veut porter comme projet et tout dépend. Pourtant, un certain nombre s'y sont cassés les dents à La Rochelle. Un certain nombre s'y sont cassés les dents, mais rien n'est jamais apprenable. Alors, est-ce que vous partez avec un handicap là?
sur votre circonscription? Non, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez cité le cas de la commune de mon épouse. Oui, mais moi, j'ai la liste des adhérents de la circonscription. Et il y a d'autres communes où on a des adhérents, où je vois qu'il y a moins de votes que d'adhérents. Et quand vous prenez la liste d'émargement, vous voyez que ces gens-là sont allés voter. Donc ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas fait confiance à ce moment-là. Et je sais très bien que ces gens-là voteront pour les législatives différemment. Sur la commune, sauf erreur, 4 voix, Valérie Pécresse, Oui. sur la commune de votre épouse. Oui, c'est ça. Et puis sur votre circonscription, les gens ont majoritairement voté pour Marine Le Pen sur l'ensemble de la 3e circo. Comme tous les territoires. Là aussi, est-ce que c'est pas un handicap par rapport à votre concurrente Nathalie Collard, qui est la candidate sur votre 3e circonscription et qui appartient au RN. Là aussi, est-ce que c'est pas aussi un handicap pour vous? Non, il faut déconnecter. Vous savez, les élections législatives, c'est quand même il faut les déconnecter un petit peu des élections présidentielles, même beaucoup. Quand on élit un député, on élit un homme ou une femme qui va aller porter vos valeurs à Paris, auprès des ministères, auprès de l'Europe, auprès des régions, auprès du département, pour aller chercher des aides, pour aller chercher des subventions, pour porter des projets, pour défendre des dossiers. Et ça n'a rien à voir avec une élection nationale. C'est une élection avant tout locale. C'est comme tout le monde connaît son maire. Tout le monde connaît son maire, ou beaucoup, si on dit quel est votre maire, ils connaissent. Beaucoup connaissent leurs conseillers départementaux, c'est des gens qui sont au plus proches, qui s'élisent pour aller porter les dossiers et pour aller défendre le territoire auprès du département. Eh bien, le député, aujourd'hui, c'est une personne qui porte les dossiers à Paris. Il ne va pas seulement voter des lois à Paris. Il va aussi chercher de l'argent dans les ministères pour défendre des projets sur le territoire. Et ça, c'est très important. Donc, ce n'est pas l'étiquette politique qui compte, c'est ce que la personne a envie de faire, je pense. Malgré tout, les élections législatives vont conditionner la politique du futur président de la République, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Je pense que ni l'un ni l'autre ne peuvent avoir une majorité. Marine Le Pen, si elle était élue, elle n'aura pas de majorité. Je ne vois pas comment les Français suivraient après sur les territoires. Mais est-ce que Emmanuel Macron aura aussi une majorité? Ça va être beaucoup plus compliqué pour lui à cette fois. Parce que la dernière fois, vous savez, on disait souvent, il s'agissait de mettre la photo d'Emmanuel Macron, puis à côté un candidat pour qu'il soit élu. C'était un peu un boulevard pour eux. Ils n'ont même pas fait campagne, la plupart. Et ils ont été élus. On voit où on était arrivé, on voit où on est rendu, 5 ans plus tard. Est-ce que vous avez une grande réforme d'Emmanuel Macron à me citer qu'il a fait depuis 5 ans, quelque chose comme ça? Moi, je pense qu'ils n'ont pas fait grand-chose. On va recentrer l'émission sur les législatives. Oui. Juste un petit bémol par rapport à ce que vous dites en 2017. On voit bien qu'à chaque fois, le RN talonne les LR. J'ai les chiffres sous les yeux. Bien évidemment, Jean-Philippe Ardouin est arrivé en tête avec 28,77% sur le premier tour, j'entends. Oui. Frédéric Neveu, de l'époque, 14,90%. Et le RN, derrière, 14,25%. Oui. On a quand même le sentiment que la 3e circonscription est très à droite, voire extrême droite. Sauf que si on reprend les chiffres du second tour, Marine Le Pen fait un gros score en élection présidentielle en 2017. Et son candidat de l'époque fait 14%. Donc vous voyez bien que l'élection législative n'a pas suivi l'élection présidentielle. Les électeurs n'ont pas suivi. Ils ont voté Marine Le Pen, que c'est plus ou moins une marque. Aujourd'hui, ils se repèrent. Mais aujourd'hui, le candidat aux législatives, il réfléchit autrement. C'est une personne qui va défendre le territoire. Donc moi, je déconnecte complètement les deux élections. C'est deux choses bien différentes. Alors justement, je parlais de Jean-Philippe Ardouin. Antoine a une question. Quel bilan, justement, faites-vous de ces 5 ans de mandat de Jean-Philippe Ardouin. Je ne suis pas là pour dénigrer le député sortant qui, a priori, se représente. Je pense que si les gens estiment que c'est un député qui a fait le travail, qui a été vu sur la circonscription, qui a porté des dossiers, qui a été voir les élus régulièrement, qui a été voir les chefs d'entreprise, qui a ramené des subventions de Paris depuis les ministères pour porter des projets sur le territoire, dans ces cas-là, je pense que les gens pourront lui refaire confiance de nouveau. Par contre, d'un autre côté, si c'est totalement le contraire, eh bien, je pense qu'il sera sanctionné dès le premier tour. Et selon vous, ça a été fait, tout ça ? Personnellement, je ne le connais pas. Je connais de nombreux élus que je rencontre régulièrement qui ne le connaissent pas. J'imagine quand même que vous avez analysé un petit peu ces 5 années et que vous êtes fait une opinion sur justement ces actions ou ces non-actions, ces défenses justement du territoire. Pour vous, c'est quoi ? Je ne peux pas faire de bilan sur ce... Je ne peux pas parler de bilan du député sortant puisque je vous dis, je rencontre des gens régulièrement. Ils me disent on ne le connaît pas. Donc peut-être qu'il va faire campagne, donc il va peut-être essayer de se faire connaître. Voilà. Maintenant, les 5 années passées, a priori, il a été très peu vu sur les circonscriptions. On va retourner la question. Vous dites, je ne suis pas là pour le dénigrer, je l'entends, c'est tout à votre honneur, mais peut-être qu'il a fait des choses bien.
Oui, eh bien écoutez... Est-ce que vous en avez... Non, pas d'exemple. Ça vous a pas marqué en tous les cas, première vue. Écoutez, pour l'instant, j'ai croisé personne qui m'en a cité. Son absentéisme vous a marqué, par contre. Sur le territoire, on entend. Oui, parce que je l'ai croisé, oui. D'accord. Mais bon, c'est un secret pour personne. Alors justement, parlons de programme. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer à vos électeurs sur cette 3e circonscription? Quels sont les points les plus importants de votre future action si vous êtes élu député? Bien, tout d'abord, être un député des territoires. Un député qui fait entendre la voix de la 3e circonscription à Paris. Cette circonscription est un peu particulière, c'est la seule de Charente-Maritime qui n'est pas littorale. C'est 139 communes, la 3e circonscription, avec 2 gros pôles qui sont Saint-Jean-d'Angély et Saintes, 2 sous-préfectures. C'est encore une particularité de la 3e circonscription. C'est 115 000 habitants et c'est beaucoup de territoires ruraux. 137 communes en dehors des 2 villes principales, et c'est dans ces 137 communes, je crois que plus d'une centaine ont 200 habitants ou moins. Donc c'est vraiment très rural. Et aujourd'hui, ces élus, la plupart que vous rencontrez, vous disent c'est le dernier mandat. Ou alors je fais le mandat de trop parce que j'en peux plus. On ne nous entend pas à Paris. On ne nous porte jamais nos dossiers. Personne ne vient nous voir. Alors si, heureusement, les sénateurs Daniel Laurent et Corinne Imbert essaient de les aider. Mais aujourd'hui, le rôle du député est aussi d'être là, d'être présent et de défendre ces dossiers. Et le rôle du député, il est d'aller chercher, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'argent à Paris, dans les ministères, et puis faire entendre la problématique du terrain. Aujourd'hui, les services publics disparaissent. Et vous n'avez pas peur de ça, justement, vous qui n'avez pas trop d'expérience en politique? Je suis un battant. Vous savez, j'ai commencé à travailler à 16 ans. Je me suis fait tout seul, comme on peut dire. Donc, je connais les problèmes de la vie. Je suis dans la vraie vie. Donc j'ai les pieds bien dans la glaise, comme on dit, et j'ai pas l'intention de laisser passer quoi que ce soit pour mon territoire. Vous savez, j'y suis né, je vois bien depuis toujours, on nous a fermé la maternité de Saint-Jean, on nous a fermé les perceptions les unes après les autres, les postes, c'est rendu que bientôt il va falloir prendre rendez-vous pour aller à la poste parce que les horaires diminuent. On a des services de gendarmerie qui sont en souffrance. On a des services de police qui sont en souffrance à Saintes. On a la distribution du courrier. Vous voyez, on avait les petites boîtes jaunes, ça peut paraître anodin, les petites boîtes jaunes dans les hameaux. Bon, et vous avez aujourd'hui, on a beaucoup de populations âgées dans nos territoires. Ces gens-là, ils postaient leur courrier dans la rue, parce qu'ils avaient là le petit hameau, le facteur passé récupère l'enveloppe. Ça peut paraître anodin. Mais aujourd'hui, eh bien, s'ils n'ont pas de la famille qui passe pour chercher l'enveloppe, ils ne postent plus de courrier. Ou alors il faut qu'ils prennent la voiture s'ils en ont une, qu'ils fassent 5, 10, 15 km pour aller poster une lettre. Ça, c'est des services publics qui ne devraient pas disparaître. C'est intolérable. Et vous êtes venu avec vos documents de campagne, quelques points concrets. J'en réserve un certain nombre pour vos 2 minutes. Non, je réserve ces documents de campagne qui seront envoyés à... Ça sera ma profession de foi qui sera envoyée. Allez, au moins. Je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, vous êtes sur une circonscription où il y a beaucoup de toutes petites communes. Oui. Pourtant, il y a des projets de fusionner des communes de moins de 1000 habitants. Est-ce que ce serait une solution pour justement que ces communes soient un petit peu mieux entendues et que justement leur parole remonte un peu plus à Paris, par exemple? Je ne suis pas forcément pour la fusion des communes parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi garder son identité. Vous avez des communes qui sont des petites communes en nombre d'habitants, qui ont peu d'habitants. Je ne dis pas des petites communes parce que les maires ruraux, vous savez, on doit leur tirer notre chapeau parce qu'ils ne comptent pas leur temps. Parce qu'il n'y a pas de DGS, ils n'ont pas de directeur général des services, ils n'ont pas de directeur. Ils sont à la fois tout. Et ils sont assistantes sociales en même temps. Donc aujourd'hui, les communes en général, elles font 1800, 2000, 2200 hectares. Si demain on fusionne 4, 5, 8, 10 communes, on va se retrouver avec des communes qui vont faire 15, 20 000 hectares. Comment voulez-vous qu'une personne qui est élue maire puisse savoir si un chemin est en mauvais état, par exemple à l'autre bout de la commune? Dans nos territoires, les chemins sont une grosse préoccupation, serait-ce que pour les randonneurs, mais aussi pour le monde agricole. Il faut que des chemins en bon état. Aujourd'hui, souvent de fois, qu'est-ce que vous entendez parler dans le conseil municipal, dans les petites communes? C'est l'état des chemins. Ben, si demain on a des grandes collectivités, des grandes communes, on voit bien que ça ne marche pas forcément. Mais qui dit grande commune dit forcément plus de moyens, puisque plus d'habitants, donc plus de dotations. Plus de moyens, mais plus de coûts. Plus de coûts de fonctionnement, de toute façon. Il y a directement, là, après, il faudra un directeur général des services. Si on passe avec des communes qui font 1500 habitants, que là, actuellement, on n'en a pas. Non, je pense qu'il faut surtout améliorer le quotidien de nos élus, leur simplifier la vie, qu'ils aient moins de documents à remplir, que ça soit moins un casse-tête. Et il faut décentraliser, il faut redonner du pouvoir aux maires. Aujourd'hui, les maires, la mairie ne doit pas seulement servir de boîte aux lettres. Aujourd'hui, dans votre circonscription, concrètement,
quelle est la priorité aujourd'hui? Votre première priorité, par exemple, vous avez dit que c'était un territoire rural. Aujourd'hui, je peux vous donner un exemple. On parle de pénurie des médecins, d'un mauvais parcours de soins. Par exemple, est-ce que ça pourrait être une des priorités? Il faut absolument, on ne peut plus attendre, c'est déjà trop tard, remettre tout ce qui est le médical, serait-ce que les hôpitaux. On a les hôpitaux par exemple de Saint-Jean, de Saintes, qui sont en souffrance aussi. Ils ont du matériel en gériatrie aujourd'hui. À Saint-Jean, ils ont des fauteuils en mauvais état parce qu'on manque de moyens. C'est pas que le personnel est dévoué. Le personnel aujourd'hui, on a 80 000 soignants en France qui n'exercent plus leur métier parce qu'ils sont désespérés de l'état de l'hôpital public en France. Donc c'est un gros problème. Alors on manque, comme vous dites, de médecins. Aujourd'hui, c'est même rendu un problème pour faire constater un décès. Moi, j'ai été confronté. Un décès le matin à 6h, un dimanche matin. Vous avez le certificat du médecin qui peut venir. Vous trouvez un médecin qui vient à 11h. C'est-à-dire que la personne est décédée chez vous pendant 5 heures de temps dans un lit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est acceptable sur nos territoires ou en France? Non, je trouve que c'est vraiment pas normal. Il faut vraiment se pencher sur le sujet et pas seulement parler. Ça serait quoi la solution? C'est d'imposer la mise en place de médecins dans certaines communes ou je dans pense certaines que la solution, c'est peut-être la solution que proposait mon ami Philippe Juvin, qui est la solution du docteur junior. C'est-à-dire que la 4e année d'internat, ils viennent la faire sur des territoires, déjà voir s'ils s'y sentent bien, est au contact de la population, et ça permettrait au niveau national, c'est 4000 personnes par an. Donc vous voyez, car on a 100 départements, en gros, ça fait 40 médecins par département qui arriveraient sur les territoires. Donc vous avez aujourd'hui, c'est un véritable problème. On parle des médecins, mais on a aussi les dentistes. On n'a plus de dentistes. On n'a plus de kinés. Enfin, c'est pas qu'on en a plus, mais c'est qu'il y en a, on n'a pas de renouvellement. Je vois au Nez de Saint-Ange, on avait 4 médecins, on n'en a plus que 2. Sauf que la population a augmenté depuis le Covid, parce qu'on a des nouveaux... Aujourd'hui, vous n'avez plus de maisons à vendre dans nos campagnes. Depuis la crise Covid, beaucoup de gens sont rendus vivres. Donc on a plus de population et on a moins de médecins. C'est rendu un problème. Mais à votre avis, ces médecins que vous qualifiez de juniors en 4e année, seraient-ils motivés pour venir exercer en ruralité? Eh bien, il faut les motiver. Déjà, je pense... Par quoi? Par l'argent? Eh bien, déjà, je pense qu'il faut déjà mieux les rémunérer, leur faire les rémunérer, leur dire, voilà, vous pouvez aller là-bas. Vous savez, vous avez des gens, moi je connais des personnes qui sont natives d'Aulnay, qui sont médecins et qui exercent dans d'autres départements ou en ville, parce qu'aujourd'hui, la médecine, c'est vrai que c'est un métier difficile aussi. Moi, je me souviens du médecin qu'on allait le soir à 21h, c'était aussi... Maintenant, ils n'avaient plus de vie de famille. Aujourd'hui, la nouvelle génération de médecins, ils voient les choses différentes. Donc on connaît votre deuxième proposition de loi lorsque vous serez élu à l'Assemblée nationale. Oui, c'est dans votre programme. J'ai plein de choses dans mon programme. Allez-y, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui est moi, je pense qu'il faut dans ce programme, les grandes lignes, hein, puisqu'on a encore pas mal de questions à vous poser. Bon, il faut lutter contre les déserts médicaux, ça c'est une priorité. Et là, comme je vous disais, on ne peut vraiment plus attendre. Ensuite, moi je suis pour le maintien à domicile des personnes âgées. Aujourd'hui, c'est un gros problème. Vous avez vu avec le scandale RPA et autres. Aujourd'hui, il faut aider les familles qui le souhaitent à accompagner leurs aînés chez eux, à domicile. Beaucoup le souhaitent, mais beaucoup ne peuvent pas parce que les logements ne sont pas adaptés. Et surtout, on manque de personnel. On manque de personnel tout simplement parce qu'aussi, souvent de fois, ils sont mal rémunérés. C'est de l'emploi que l'on peut créer sur place, dans nos territoires. Mais les gens, c'est un métier quand même, c'est pas un métier facile. Donc il faut redonner du courage à ces gens-là, en les motivant financièrement, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Les gens, s'ils vont travailler pour le SMIC, pour faire un métier qui est difficile, eh bien, ils se tournent évidemment dans d'autres métiers. Donc, donner de l'autonomie, retrouver de l'autonomie pour les personnes âgées chez eux. Ce que je vous propose, c'est que l'on passe tout de suite au pour ou contre. Bertrand Giraud, je vous rappelle le principe du pour ou contre. On vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Et puis après, dans la suite, vous pourrez éventuellement expliquer si vous le souhaitez votre réponse. Pour ou contre le retour de l'enveloppe parlementaire. Je rappelle que cette enveloppe était d'environ 140 000 € par député et que chaque député pouvait attribuer tout ou partie de ce montant à une association ou à des actions qui se déroulaient sur son territoire. Est-ce que vous êtes pour ou contre le retour de cette enveloppe parlementaire ? Cette enveloppe parlementaire, je pense qu'elle serait utile à une seule condition, c'est qu'elle soit bien redéployée vers
vers des associations, comme vous dites, qui en ont besoin. Aujourd'hui, vous savez, on a 10 millions de personnes en France qui ne mangent pas à leur faim. Donc je pense que cette enveloppe parlementaire qui était de 140 000 €, on parle de la faim, on parle de l'autonomie à domicile. Je pense que soit on la réattribue aux députés qui la redonnent sur le territoire à des associations bien précises, soit cet argent est directement distribué par l'État pour ces choses-là. Mais c'est pas aux députés d'en disposer. Pour ou contre un mandat unique de 7 ans pour le président ou la présidente de la République, au lieu des 5 actuels. C'est une proposition qui émane de Marine Le Pen, mais qui est aussi reprise, et qui a été reprise par Emmanuel Macron. Pour ou contre? Oui, un mandat de 7 ans, c'est très bien. Ça permet, je pense, de faire les réformes et de ne pas toujours être en période d'élection et de penser à la réélection et d'avoir, comme on a actuellement, un président communicant qui fait de la communication en permanence et qui ne réforme pas. Un mandat de 7 ans non renouvelable. Oui, non renouvelable. Okay, donc pour. Tout à fait. Oui, pour. Alors, on a parlé de l'éventualité de candidats républicains au sein du gouvernement Macron s'il est réélu. On va tourner la question à l'inverse. Et si c'était Marine Le Pen qui était élue, vous seriez-vous pour ou contre la présence de membres des Républicains dans son gouvernement? Aucun. Donc, contre. Donc vous êtes contre? Je compte, mais moi je vous dis, je suis contre que l'on traverse le Rubicon. Pour ou contre le référendum d'initiative citoyenne, le RIC? Prôné par Marine Le Pen dans ses allocutions. Contre, vous êtes contre. Pour ou contre l'abaissement de la TVA sur les produits de première nécessité et sur l'énergie? Oui, bien sûr, pour le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les Français sont étouffés avec toutes ces taxes, donc oui, il faut baisser. Pour ou contre le plafonnement des prix du carburant? À un moment donné, Emmanuel Macron a mis la taxe carbone avec ses députés. Donc je suis... à un moment donné, il faut enlever déjà cette surtaxe qui a été mise par Emmanuel Macron et ses députés. 31 centimes. Okay. On poursuit sur votre programme et sur les législatives. Yannick? Oui, il vous reste 8 semaines, 8 semaines oui. de campagne. C'est vrai que c'est demain, l'élection. C'est déjà. C'est déjà. Moi, j'aimerais qu'en quelques mots, vous nous parliez un petit peu de la campagne d'un candidat de territoire. Comment ça se passe au quotidien? Alors moi, je rencontre énormément de monde. Déjà... Vous êtes un second David Labiche, alors? Ah oui. Déjà, on a un gros réseau de militants quand même en Charente-Maritime. À droite, c'est 2000 adhérents. Donc sur la 3e circonscription, on en a un nombre important aussi. Le centre, l'UDI et le nouveau centre ont aussi des adhérents. C'est des gens qui portent. Ensuite, je suis aussi le président du mouvement de la ruralité, Dédie Pujalan. Je suis son président départemental. Donc j'ai un gros réseau de ce côté-là. Et mon travail, eh bien, tous les jours, je rencontre des adhérents avec d'autres amis à eux pour expliquer ce que je compte faire si demain je suis élu à l'Assemblée nationale et pourquoi il faut qu'ils votent pour moi plus que pour un autre. Et ces 8 prochaines semaines, comment vous allez les occuper? Alors j'entends que vous êtes aussi agriculteur, oui. Vous avez une activité professionnelle importante. Est-ce que vous avez fait un blanc là sur ces 8 prochaines semaines? J'ai un blanc je mets des blancs sur certaines périodes de la journée, oui, je me libère déjà toutes les soirées. Je me libère, toutes les fins de journée, et je me libère tous les week-ends, et je me libère aussi une partie des journées autrement. C'est une grosse organisation qui est en train de se mettre en place, mais oui, l'exploitation va tourner sans moi dans les 2 prochains mois. Et je reviens sur un point financier, ça coûte cher d'être candidat chez les Républicains quand on est un candidat de territoire en fait, là où vous êtes. C'est des campagnes qui coûtent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Qui sont financés comment? Qui sont financés par nous. Nous? Le Parti des Républicains nous avance 5 000 €, le reste c'est le candidat qui les avance. D'accord, donc vous prenez un risque aussi, vous vous endettez quelque part sur une campagne. C'est comme ça. Ouais. Mais quand on a envie de porter les couleurs de son territoire, je pense qu'il ne faut pas regarder à ça. Vous allez organiser des meetings en 8 semaines, c'est très court. Est-ce que vous n'avez pas de meeting de prévu pour vous? Faire des réunions publiques pour faire venir des amis qui vous connaissent tous et qui vont vous applaudir très fort, ça fait du bien au cœur, mais c'est tout. Donc je pense que j'ai du temps à passer ailleurs. Vous allez battre le pavé alors? C'est ce que je fais déjà. On en a parlé un petit peu, c'est la question du pouvoir d'achat. C'est la question essentielle en tous les cas de cette présidentielle, et on pense que ça va être aussi la question essentielle pour ces futures législatives. Vous, en tant que, si vous êtes élu député, qu'est-ce que vous comptez faire pour défendre ce pouvoir d'achat? Quelles sont, éventuellement, vous avez peut-être des solutions pour augmenter un petit peu ce pouvoir d'achat, et puis pour donner satisfaction aux Français qui sont de plus en plus aussi dans la rue, là-dessus, ça ne change pas. Déjà, Emmanuel Macron, avec ses députés et ses ministres, ont désindexé les retraites. Donc le pouvoir d'achat, les retraités ont été les grands perdants de la politique d'Emmanuel Macron et de son gouvernement et de ses députés depuis 5 ans. Ça.
Ensuite, nous avons 10 millions de travailleurs pauvres en France. Il faut augmenter les salaires. Il n'est pas tolérable que le 15 du mois, les gens n'aient plus d'argent dans le porte-monnaie pour vivre. Un SMIC minimum à hauteur de combien pour vous? Moi, il faudrait au moins 1300, 1400 euros pour que les gens puissent vivre bien, décemment. Quand on est sur des territoires comme nous, il faut 2 voitures dans une maison. Si les gens travaillent, c'est 2 voitures. Ça veut dire le carburant à 1,80 € le litre. Parce qu'on a cette taxe carbone de 31 centimes, c'est pas tolérable. Donc il faut le carburant, il faut enlever cette taxe carbone dans l'immédiat. Au prix de l'énergie actuelle avec le conflit ukrainien, il faut absolument tout de suite, à situation exceptionnelle, solution exceptionnelle. Oui, mais vous le savez comme nous, c'est que quand la politique et en tous les cas les finances, ce sont les vases communicants. Si vous en retirez d'un côté, il va falloir quand même aller rechercher de l'autre, puisqu'il y aura quand même un manque. Comment ça marche? Cette taxe carbone, elle n'existait pas avant. Emmanuel Macron a souhaité la mettre en place avec son gouvernement et ses députés. Eh bien, il faut revenir dessus immédiatement. Tout de suite redonner du pouvoir d'achat aux Français. C'est immédiat. C'est immédiat. Aujourd'hui, des gens qui vont travailler, je vous dis, qui ont 20 ou 30 km aller, 20 ou 30 km retour, 5 jours par semaine, et vous avez 2 voitures dans la maison qui font ça. Parce que quand on est en ville, on s'en rend moins compte. Les gens, ils prennent les transports en commun, c'est différent. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat en ville, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est un levier pour ça. Ensuite, il faut absolument que les retraites suivent le coût de la vie. Il faut revenir sur cette mesure qui a été prise il y a 5 ans par le gouvernement Macron et ses députés. C'est pas tolérable de continuer comme ça. Des gens qui ont travaillé toute leur vie et qui ont 900 € de retraite par mois. Mais dans quel pays vit-on? S'ils ne sont pas propriétaires de leur maison, ils sont obligés de toucher les APL pour payer leur loyer. Alors, après 40 ans de cotisation ou 42 ans. Je rebondis sur le mot carbone que vous avez prononcé. Alors, c'est une question qui n'était pas prévue, mais ça me traverse l'esprit. Ces territoires qui se veulent zéro carbone à l'horizon 2040 ou 2050, vous y croyez, vous? Eh bien, je vais vous prendre l'exemple, par exemple... Avec la problématique des transports, notamment sur les territoires ruraux. Oui, tout est lié. Eh bien, je pense que de toute façon, on va avoir un problème par rapport aux bornes électriques, aux bornes de recharge. Il y en a beaucoup sur votre circonscription? Sur ma circonscription, il y en a peu. Je vais vous citer une commune où il va bientôt y en avoir 2, qui est Coivert, la commune où ma femme est maire. Il va y avoir une ombrière qui va être faite sur le parking de la salle des fêtes avec 2... Vous voyez, pour une commune de 200 habitants, c'est une histoire de volonté de la municipalité. Vous roulez pas en électrique, vous? Non, je ne roule pas en électrique, mais vous voyez, il va y avoir 2 bornes, et je pense qu'il va falloir vraiment réfléchir au réseau, parce que si demain, en 2040, fin des voitures thermiques, si on ne réfléchit pas au réseau, comment on va faire dans 15 ans, on va avoir un problème. Donc territoire zéro carbone à 2040 ou 2050, c'est légitime pour vous? C'est faisable à condition d'avoir les volontés politiques locales. Alors, est-ce que la proposition d'Emmanuel Macron sur le nucléaire, de faire et de mettre en place des petites centrales nucléaires un petit peu partout réparties sur le territoire, c'est la bonne solution pour justement produire cette électricité qui viendrait à manquer si tout le monde se mettait à l'électrique? Alors, le problème d'Emmanuel Macron, c'est que je ne comprends pas trop bien sa mesure, puisque c'est quand même un député qui a signé le décret de la fermeture de Fessenheim, ainsi que le décret de 12 autres centrales nucléaires aujourd'hui en France. Donc c'est un président qui n'a pas été contesté ni par son gouvernement ni par ses députés, qui a signé pour qu'on arrête 12 centrales nucléaires en France, et qui aujourd'hui vient nous expliquer qu'il faut rouvrir des centrales nucléaires, qu'il veut faire construire des centrales nucléaires. La situation a changé quand même. Oui, avec la crise ukrainienne. C'était avant. Dès le mois de novembre ou décembre, il commençait à parler quand il a entendu parler au congrès des LR des centrales nucléaires et qu'il a vu que les Français étaient vraiment pas hostiles, il est revenu sur sa position. C'est la politique du en même temps. Mais c'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. Il faut avoir un cap. On ne peut pas dire hier on ferme et aujourd'hui on ouvre parce que ça a pris aux gens. Non, on a un cap, on le tient. Aujourd'hui, Fessenheim est fermé, on a 2 centrales à charbon allemandes qui fournissent de l'électricité sur le réseau français. Là, ça pollue. Pour vous, le mix énergétique, c'est nucléaire, éolien, solaire, c'est ça? Le solaire, aujourd'hui, on pourra en utiliser beaucoup sur les bâtiments, tous les nouveaux bâtiments qui se construisent. Regardez la quantité de bâtiments agricoles aujourd'hui qui se construisent recouverts de panneaux solaires. Les ombrières sur les parkings, je pense que c'est une bonne idée. L'ombrière sur Coivert, elle aura des panneaux solaires? Oui, bien sûr, avec 2 bornes électriques au pied. Et vos bâtiments agricoles, ils sont équipés de panneaux solaires? Le permis de construire est déposé. D'accord. Un bâtiment qui va être construit et un ancien qui va être les ivrites enlevées et reposé en panneaux solaires. 2000 m² de panneaux solaires. Une question un peu plus générale. On a vu que l'environnement, c'était quand même un sujet mis un peu de côté sur cette élection présidentielle. Est-ce que ça va être pareil pour les législatives? Quelle est la part de ce sujet dans votre programme? Moi, je suis pour l'agriculture de la recherche. Quand on parle d'environnement, on a les problèmes de l'eau, on a les problèmes de l'agriculture. Il faut produire plus, mais il faut produire mieux. Quand on voit un Emmanuel Macron qui fait signer à ses députés, qui fait voter le Farm to Fork, la décroissance agricole, au mois d'octobre,
12% de moins de terres agricoles cultivées, ça va être un gros problème aujourd'hui. On va avoir une crise alimentaire en plus un de ces jours. Alors je pense que niveau environnement, on peut produire mieux. Aujourd'hui, on sait faire. Le GPS, par exemple, moi je fais partie de la génération qui a commencé, vous savez, quand on rentrait dans un champ pour mettre de l'engrais, on mesure au pas, on posait ce qu'on appelle un jalon et on visait. Maintenant, on a le GPS, on travaille à 2 cm de marge d'erreur. Donc déjà, vous voyez, des énormes progrès ont été faits. Mais l'innovation peut permettre d'aller plus loin. Aujourd'hui, on peut localiser l'engrais pour diminuer les doses par deux. C'est énorme. Et tout ça, ça passe par de la recherche. Donc je pense qu'il faudrait un grand plan au niveau national pour développer la recherche en général et indirectement, eh bien, ça fait que l'environnement s'en portera que mieux. Alors justement, on a un gros problème justement avec cette guerre en Ukraine. Il y a une baisse de la productivité, notamment de blé et d'autres céréales. Est-ce que, comme beaucoup s'en inquiètent, vous n'avez pas peur que l'on retourne à une production intensive de l'agriculture, alors qu'on a commencé justement cette transformation avec l'appui des agriculteurs aussi, il faut le dire. Hein. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on retourne vers cette productivité intensive et puis avec derrière, bien évidemment, la problématique des produits phytosanitaires. On sait que la Charente-Maritime est un des plus gros consommateurs, en tous les cas, plus gros acheteurs de France de produits phytosanitaires. Il y a un petit problème quand même à ce niveau-là aussi. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'on revienne aux années 50, aux années 60, où on poussait les agriculteurs à produire? Déjà, le problème ukrainien, on peut féliciter ce peuple qui se bat, qui tient debout malheureusement contre l'envahisseur russe, et qui sont sous des tapis de bombes avec des villes entières qui sont rasées. La mer Noire, autour de la mer Noire, c'est le bassin mondial. C'est de là que sortent les principales productions au niveau mondial. Mariupol, la ville qui est quasiment détruite, 40% des céréales produites en Ukraine sont produites autour de Mariupol, avec un port en eau profonde qu'ils ne peuvent plus utiliser depuis 2014 quasiment, parce que depuis que Poutine a pris la Crimée, ils ne peuvent plus sortir. Donc ça va sur Odessa pour sortir sur la mer Noire. Mais la mer Noire est aujourd'hui bloquée aussi, puisqu'ils ne peuvent plus rien faire. Donc indirectement, nous allons avoir des problèmes d'approvisionnement dans le monde, puisqu'on enlève le plus gros producteur mondial, quasiment. Donc, il va falloir faire différemment. Faire différemment, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, produire plus, c'est sûr, mais aujourd'hui, on peut produire plus, mais on peut produire mieux. Aujourd'hui, il faut adapter, on a des superbes laboratoires, on a l'INRA pour faire de la recherche agricole. Eh bien, il faut leur donner les moyens de faire de la recherche. Ils sont là pour ça, ils ont le savoir-faire. Aujourd'hui, on peut améliorer le variétal, pour avoir moins de problèmes d'eau, des semences aujourd'hui. Il existe aujourd'hui le maïs dry. C'est un maïs qui a besoin de moins d'eau, parce qu'ils ont travaillé dessus, mais on peut encore faire mieux. Demain, on peut aller sur toutes les plantes, sur le blé, sur tout ça, améliorer la résistance au manque d'eau. Les produits phytosanitaires, c'est pareil, on peut en utiliser moins à une condition, que je vous dis, c'est d'adapter les variétés. Donc pour vous, on pourrait atteindre l'indépendance alimentaire, l'indépendance céréalière, on va dire, en France ou pas? On était indépendant seulement depuis 2 ans, depuis sous Emmanuel Macron. C'est la première fois que la France est déficitaire en termes d'exportation agricole, puisqu'on a un déficit commercial de la balance agroalimentaire de 6 milliards d'euros, hors vin et spiritueux. Donc oui, on pourrait retrouver cette autonomie. Et puis surtout, on pourrait aussi produire des fruits et légumes. Aujourd'hui, on apporte des fruits et légumes. 50% des fruits et légumes consommés en France viennent d'Espagne. Quand on parle de carbone, je pense qu'on pourrait les produire localement. On a le savoir-faire, on a tout pour le faire. Et en plus, ça crée de l'emploi sur nos territoires. Et selon vous, comment produire plus quand il y a de moins en moins d'agriculteurs, justement? Parce que ça, c'est un vrai problème aussi. Ça, vous savez, il y a de moins en moins d'agriculteurs, on va avoir un gros problème de renouvellement des générations. Oui. Aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est 50 ans chez les agriculteurs. Dans les 10 ans qui viennent, 50% des agriculteurs vont arriver en retraite. Donc moi, j'ai la chance d'avoir une fille qui dit « Papa, je ferai ton métier ». Mais ils sont rares, ces gens-là. J'ai un autre agriculteur qui est plus jeune que moi sur la commune. Voilà. Mais autrement, on était, je me souviens, 30 ou 35 agriculteurs sur la commune il y a 20 ans. On n'est plus que 10. Et je fais partie, je vais avoir 44 ans, et j'en ai un autre jeune qui a une 30aine d'années, je crois, sur la commune. Voilà, donc vous voyez la pyramide de l'âge,
Sachant que dans le lot, on en a un qui a plus de 70 ans. Donc la pyramide de l'âge, ça va être un gros problème du renouvellement de génération dans le monde agricole. Justement, alors comment on arrive à une autonomie? Aujourd'hui, on est capable. Aujourd'hui, avec le matériel, eh bien, on a du matériel qui est de plus en plus gros. Vous devez le remarquer sur les routes. Aujourd'hui, un appareil qui faisait 6 mètres de large il y a 10 ans, un appareil, aujourd'hui, on arrive avec des appareils qui font 12 mètres, 14 mètres de large. Donc la même personne en travaille plus. Est-ce que ça sous-entend aussi le regroupement des agricultures et des terres? Eh bien, je pense que beaucoup d'agriculteurs sont déjà dans un système, comme on dit, de CUMA, c'est-à-dire que le matériel est regroupé, il achète en commun, parce que le matériel, ça coûte très cher. C'est une fortune aujourd'hui du matériel. Une moissonneuse vaut 500 000 €. Donc, pour amortir une moissonneuse, soit vous l'achetez à plusieurs, soit vous avez très grand, ou soit vous faites de la prestation pour d'autres agriculteurs. Vous êtes très affûté sur le monde agricole. Je vais vous taquiner un peu. Un agriculteur, futur ministre de l'Agriculture, vous y croyez? Ça pourrait marcher, ça? Vous voyez, Christian Jacob a été ministre sous Jacques Chirac. C'était un agriculteur. C'est le seul ministère qui lui a jamais proposé. Donc pour vous, c'est pas forcément la bonne solution. Je dis pas un agriculteur au poste. Si, je pense que ça pourrait le faire. Je pense que la solution, oui. D'accord. Un médecin à la santé, un agriculteur à l'agriculture. Un agriculteur à l'agriculture, oui, c'est quand même des choses. Après, il faut réfléchir des gens qui connaissent quand même le sujet. Parce qu'aujourd'hui. Ça n'a pas toujours marché. Hein. Oui, on a vu souvent dans Macron que les technocrates, c'était pas trop. Mais justement, ce sont des technocrates, ce ne sont pas des gens qui connaissent. Justement, on vous imagine élu prochainement. Vous avez déjà un petit peu fléché les commissions dans lesquelles vous souhaiteriez siéger? Donc, déjà, on peut siéger que dans une. Alors, laquelle? Développement durable et aménagement du territoire. Je trouve que c'est celle qui convient le mieux à ma circonscription. Le développement durable, parce qu'elle gère l'eau, elle gère toutes ces choses-là, et l'aménagement du territoire par rapport à désenclaver, aller chercher des aides dans les ministères des Transports et partout. Donc ça serait celle-ci. Et après, il y en a une autre que l'on peut siéger, qui n'est pas permanente, qui est la Commission européenne. Donc seulement 30 députés siègent dedans, et je pense qu'elle est intéressante, ça permet d'être en lien avec Bruxelles et Strasbourg, et pour aller défendre des dossiers. 30, les places vont être chères quand même, hein. Mais il faut se battre. La vie, c'est un éternel combat. Après les élections législatives, il faudra se battre pour les commissions. Alors, avant de vous laisser la parole pour les 2 minutes, ce que l'on appelle les 2 minutes de l'invité, j'ai une dernière question. Vous parlez beaucoup de ruralité, beaucoup d'agriculture, mais dans votre circonscription, il y a 2 grandes villes. Il y a Saint-Jean d'Angély et Saintes. Est-ce que vous vous sentez plus rural que urbain? Vous savez, Saintes et Saint-Jean ne sont pas des très grandes villes. Ma suppléante, d'ailleurs, parce que je vais vous parler de ma suppléante, c'est Claude Chiron. Claude Chiron, c'est une vraie synthèse. Elle a été 32 ans cadre de santé à Saintes, à s'occuper du social, de la solidarité, des seniors, et elle est très ancrée à Saintes. Encartée chez les Républicains aussi? Oui. D'accord. Voilà. Une fidèle parmi les fidèles. Qui n'a pas franchi le Rubicon. Voilà. Mais c'est plus simple, c'est mieux où on va, je trouve. On arrive sur la fin de cette émission, Bertrand Giraud. Je vous laisse, comme on l'a dit, les 2 minutes. Soit vous revenez sur un sujet qu'on a déjà abordé, soit vous en évoquez un nouveau. Vous avez 2 minutes, c'est à vous. Eh bien, moi, je vais vous reparler des personnes âgées, des aînés. Je trouve qu'aujourd'hui, nos aînés qui ont beaucoup travaillé, qui sont chez eux souvent de fois, qui ont des pertes d'autonomie, il faudra améliorer leur quotidien de façon à ce qu'ils puissent continuer à vivre chez eux. Souvent de fois, on voit bien que l'arrivée en maison de retraite se passe mal, pas parce que toutes les maisons de retraite sont mal, parce que beaucoup de maisons de retraite sont bien, encore heureusement. Mais garder cette autonomie à domicile, eh bien, ça permet de ne pas changer les habitudes, ça permet de pouvoir retrouver sa famille quand on le souhaite. Pour vous donner un chiffre, on a 1,5 million de personnes aujourd'hui qui ont plus de 65 ans. Dans 20 ans, on en aura 4,5 millions. Donc on ne va pas mettre 4,5 millions de personnes dans 20 ans dans les maisons de retraite. Donc il faut vraiment mettre le paquet sur le maintien à domicile, sur la formation de personnel qui puisse se déplacer au domicile de ces personnes pour les soutenir et puis pour les accompagner dans les tâches du quotidien, que ce soit la nourriture, les toilettes, et puis aller leur faire une petite promenade, parce que si ça compte beaucoup. Aujourd'hui, qu'est-ce qui tue? C'est de ne plus bouger. Donc la perte d'autonomie, c'est ça vient de là. Donc je pense qu'il faut vraiment mettre le paquet là-dessus. Si demain je suis élu député, croyez-moi que je vais me battre pour ma circonscription et pour la nation en général, mais je vais me battre pour mettre ce point-là vraiment en avance. Donc on a bien compris que ça ferait partie de vos combats
si vous êtes élu député. Merci Bertrand Giraud, on arrive ce coup-ci vraiment à la fin de l'émission. Merci messieurs. Merci. Et puis on vous souhaite de toute façon une bonne campagne, puisque ça y est, c'est parti. C'est parti. C'est parti. On n'attend pas seulement le second tour de l'élection présidentielle. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve, alors non pas la semaine prochaine, puisque l'on fait une pause pour le second tour de la présidentielle, mais dans 15 jours, vendredi 29 avril, donc à la même heure, avec comme invité Emma Chauveau, qui est candidate RN à la députation sur la première circonscription de Charente-Maritime. Portez-vous bien et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette émission. Merci, à bientôt. Hey.